Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc revenons sur notre principe entropique et l'exemple que je voulais vous donner. On lit souvent que la vie résulte d'un hasard incroyable. Je parle ici non pas de la vie ailleurs dans l'univers, mais de la vie tout court, le fait que la vie existe. Simplement parce que on fait un certain nombre de raisonnements et des remarques qui sont d'ailleurs tout à fait pertinentes. Par exemple, nous en avons parlé, si la gravité avait été un tant soit peu différente, il n'y aurait pas eu de vie. C'est vrai aussi de beaucoup de choses. En physique atomique, les lois qui décrivent les atomes décrivent une constante, la constante de structure fine, et si elle avait été un peu différente, il n'y aurait pas eu d'atomes, pas de chimie, pas de biologie, et donc pas de vie. Si les forces nucléaires avaient été un tout petit peu différentes, de l'ordre du pourcent, la fusion thermonucléaire au cœur des étoiles aurait été différente. Et il n'y aurait pas pu avoir formation du carbone. Sans carbone, pas de vie. Et ces exemples sont multipliables à l'infini. Au début de l'univers, il y avait une certaine densité de gaz qui s'est étendue, c'est le Big Bang. Si cette densité de gaz avait été un peu différente, cela aurait conduit à un univers pratiquement vide, ou en tout cas où les effondrements stellaires n'auraient pas pu se produire, l'univers serait resté rempli d'un gaz ténu, ou au contraire, il y en aurait eu trop, et tout se serait effondré, on aurait eu un univers rempli de trous noirs, ou un univers qui se serait rapidement recontracté en faisant demi-tour. Et dans ces deux cas, pas de vie. Si la Lune avait été un peu plus petite, l'axe de rotation de la Terre aurait été instable. La rotation de l'axe des planètes est perturbée par les interactions avec le Soleil et les autres planètes et est fortement instable. On a pu le vérifier, par exemple, pour la planète Mars. Et un axe de rotation instable, même si le basculement prend des millions d'années, c'est peu favorable à une vie élaborée, parce que le climat est instable, très changeant, sur des périodes de l'ordre du million d'années, et si certaines périodes peuvent être plutôt clémentes, il y a des périodes de froid intense, des périodes de sécheresse et d'aridité extrême, rendant toute vie difficile, voire impossible, mais en tout cas, une vie complexe, organisée, pratiquement impossible. Tant de coïncidences, du fait que tout semble finement ajusté, tous les éléments semblent prévus pour, implique qu'on en déduise que c'est un hasard incroyable. Ça a conduit à la vie, tous ces éléments tout juste ajustés. Quel hasard! C'est logique du point de vue du principe faible, du principe entropique faible. On déduit de l'existence de la vie que tous ces paramètres doivent être finement ajustés et vraiment très finement ajustés. D'où un hasard. Mais on risque fort de basculer facilement vers le principe entropique fort. Des choses si finement ajustées, c'est pas possible, c'était prévu pour que la vie existe. Et ça, on sait, le principe fort, il est rejeté. Pour de bonnes raisons. Donc on cherche une explication plausible. Et une idée fort à la mode est basée sur l'idée des univers multiples. Selon, par exemple, la théorie de Linde. La théorie de Linde, qui est une théorie spéculative, basée sur la physique quantique, décrit un vide initial très énergétique, avec des ruptures de symétrie qui provoquent spontanément la création d'univers déconnectés les uns des autres, et donc une infinité d'univers. La théorie de l'inflation éternelle, que l'on appelle aussi. Et tous ces univers se créent différemment, avec des contenus différents, des conditions initiales différentes, et des lois différentes, des lois physiques différentes, constantes de structure fine, par exemple différentes, interactions fortes différentes.
plein d'univers de ce type seraient automatiquement sans vie. Et nous sommes forcément dans celui qui permet à la vie d'exister, puisque nous sommes vivants et nous sommes donc forcément dans cet univers-là. Il n'y a donc plus besoin de coïncidence. Tout se produit et nous sommes forcément dans celui qui convient. Plus de coïncidence, plus de principe anthropique fort. Il est à noter d'ailleurs que les scientifiques détestent les coïncidences. Quand il y a trop de coïncidences, ils disent c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous a échappé. C'est une réaction analogue aux policiers. Ils détestent les coïncidences. Cette approche, cette idée des univers multiples qui expliquerait ce hasard incroyable, c'est séduisant, c'est un fait. Mais est-ce vraiment une fatalité? Est-ce vraiment obligatoire d'en arriver à ce type de solution? Il existe d'autres phénomènes, plus ou moins extraordinaires, qui sont liés aux mêmes coïncidences. Par exemple, l'existence de la Lune, qui résulte aussi de la gravité finement ajustée, bien entendu, du fait que l'univers a la bonne densité, et aussi le fait qu'elle a résulté d'une collision entre une grosse planète qu'on appelle Théa, de l'ordre de la taille de Mars, qui a percuté la jeune Terre, la prototerre. Les dégâts ont provoqué une éjection importante de matière qui s'est satellisée et a formé la Lune. Pour que cette collision se fasse dans un système solaire assez vaste à l'échelle par rapport à la taille des planètes, il fallait quand même un sacré hasard. Il y en a d'autres. Les anneaux de Saturne, par exemple. Il y en a plein des exemples comme ça. Les anneaux de Saturne sont extraordinaires, sont magnifiques. Les anneaux de poussière ou de débris ou de roches autour des planètes sont relativement fréquents. Il y en a autour de presque toutes les planètes de notre système solaire. Et on pense et on en trouve autour des étoiles, on pense que c'est plutôt général. Mais la plupart de ces anneaux sont très fins, très ténus. Il n'y a pas très longtemps qu'on a pu observer les anneaux autour de Jupiter, Uranus, Neptune. Il y en a même un très fin autour de la Terre. Mais invisible à l'œil nu, totalement invisible. Alors que des anneaux aussi brillants, aussi éclatants, riches et structurés que les anneaux de Saturne, ça, c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Il a fallu que une série de coïncidences, de corps qui se sont désagrégés, la présence probable du géant Jupiter proche qui a perturbé la formation de satellites autour de Saturne. Donc il a fallu là aussi un jeu de coïncidences pour avoir tout ça, pour avoir quelque chose d'aussi exceptionnel. Mais jamais dans toute la littérature, je n'ai vu quelqu'un invoquer le principe anthropique et les multivers pour justifier le fait que la Lune existe ou justifier que les anneaux de Saturne existent. On dit oui, il se passe toutes sortes de choses, des choses extraordinaires. De temps en temps, il y en a des belles, comme les anneaux de Saturne. Et on n'invoque pas des multivers pour justifier ce hasard. Pourquoi le fait-on pour la vie? Pourquoi invoque-t-on alors le principe anthropique pour la vie, et pas pour les anneaux de Saturne ou de la Lune? Mais d'abord, il y a une bonne raison. Nous ne sommes pas, nous, des anneaux. Nous sommes des êtres vivants. Nous cherchons à comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons, notre place dans l'univers, pourquoi nous y sommes. Et donc forcément, c'est important pour nous. La vie est importante pour nous puisque nous sommes vivants. On donne donc une grande importance à la vie parce que elle est forcément extrêmement importante pour nous. Mais pour l'univers, la vie, pourquoi serait-elle spécialement importante? D'ailleurs, on ne sait même pas si la vie est abondante dans l'univers. Peut-être que ça n'existe que sur Terre. Peut-être y en a-t-il beaucoup. Peut-être y a-t-il des millions de planètes dans notre galaxie avec de la vie. Et des milliards dans l'univers. On ne sait pas. Les avis sont d'ailleurs très partagés. Il y en a qui disent « Oui, ça arrive de temps en temps ». D'autres qui disent « Ah non, ça arrive fréquemment ». Les avis sont partagés et on en sait encore
on en sait maintenant beaucoup, mais c'est encore beaucoup trop peu pour vraiment trancher. Et personne ne dit, on n'a pas un avis unanime pour dire la vie est partout, 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 elle joue un rôle majeur pour l'univers lui-même, dans son entier. C'est pour nous que la vie est importante. Un autre point important à soulever, c'est que si les conditions initiales sont différentes, si les lois physiques sont différentes, qui impliquent qu'on n'a pas de lune, etc., l'anneau de Saturne, etc., mais on aurait simplement d'autres choses. L'univers serait différent avec d'autres choses qui le contiennent. Et peut-être, parfois, des choses tout aussi extraordinaires. Le premier point, le fait que la vie est importante, ça vient clairement du principe anthropique. Ça vient de notre point de vue anthropique, qui nous dit que ce hasard est inacceptable, parce que la vie est très importante pour nous, et donc ce hasard ne nous convient pas. Mais le deuxième nous donne la solution. Le deuxième point, univers différent, autre chose, ben voilà, c'est ça. On peut avoir différentes sortes d'univers, on est dans un univers comme il est, sans plus. Du point de vue de l'univers, la vie n'est qu'un phénomène comme les autres, pas pour nous, mais pour l'univers, elle l'est. L'univers, la vie est complexe, elle est riche, elle est très importante pour nous, mais sans plus. C'est un phénomène comme les autres pour l'univers. C'est juste un épiphénomène dans l'univers qui résulte des lois physiques et des conditions initiales qui fait que plein de phénomènes se sont produits, dont la vie. C'est ça, en fait, qui est difficile à avaler. Je vous ai dit, j'ai eu des réactions face à ce genre d'idées, dire non, c'est pas possible. C'est dur à avaler. Dire, d'accord, la vie est importante pour moi, ça c'est indéniable, mais sans intérêt pour l'univers, c'est difficile à avaler. Ça résulte aussi un peu de l'orgueil, je vous l'ai dit. Dans le principe anthropique fort, nous ne sommes qu'une poussière dans un colossal univers qui serait fait pour nous. C'est un point de vue théologique, mais aussi un point de vue orgueilleux, de dire que tout, absolument tout dans l'univers, c'est pour nous. C'est terriblement égoïste comme pensée, très, très orgueilleux, très égocentrique. Et forcément, même si on rejette ça, même si on n'est pas, fait pas partie des personnes égocentriques ou prétentieuses, je connais pas mal de gens qui ne le sont pas. Mais rien à faire, on l'est quand même un tout petit peu. On ne peut pas vivre dans un monde en étant 100% altruiste et sans aucune considération de sa propre personne. C'est même interdit par notre évolution qui fait qu'on devait survivre. Nous sommes des êtres qui sont au moins en partie égocentriques. C'est inévitable. J'en ai parlé dans l'histoire biologique évolutive qui conduit à ce que nous sommes. Et donc forcément, c'est difficile à accepter. Mais si on accepte l'humilité, si on dit, je ne dois pas considérer les choses de mon point de vue, je suis vivant, mais on s'en fout. Même si on considère la vie importante, on peut faire comme si, et dire non, c'est pas important. Et si on rejette donc notre importance, si on se détache de nous, on considère les choses comme si on n'existait pas, alors, est-ce que la vie est plus importante ou fantastique que l'existence des trous noirs, des réactions nucléaires complexes, des galaxies, parfois magnifiques? À mon sens, non. C'est tout des phénomènes, c'est tout. Quand on joue au loto, un autre point important, quand on joue au loto, supposons qu'un numéro sorte. Disons, le numéro 454291. Au hasard. 454291. Ce numéro avait une probabilité de sortir extrêmement proche. Extrêmement faible. Il y avait très peu de chances que ce numéro-là, en particulier,
sortent. Il est important pour les joueurs, parce que ça peut être le numéro d'un billet que l'on a en main, et on dit, quelle chance, quel hasard, oui, que ce numéro-là sorte. Mais tous les numéros ont une probabilité identique et faible de sortie. Et il faut bien qu'il y en ait un qui sorte. Il y en a un qui sort et c'est tout. Le hasard n'est que par comparaison à une certaine importance que l'on peut lui attribuer, comme le fait d'avoir le billet. Mais le fait qu'un numéro sorte, ça n'a rien d'extraordinaire, il y en a un qui sort, toujours. Et donc, le fait qu'il y ait un numéro donné qui sorte, ça n'en fait pas nécessairement un hasard incroyable. Il y a forcément un numéro qui sort. Tous de même probabilité. Face à ce que je viens d'expliquer, il y a des arguments contre. Certains disent que de petites différences dans la gravité, j'en ai parlé, ou dans les conditions initiales de l'univers, conduisent au chaos, au vide, ou à rien. Et que, donc, le cas où ça marche, où ça donne notre univers, sont particulièrement exceptionnels. En fait, c'est faux. On n'en sait rien. Tout ce qu'on arrive à déduire, c'est certaines variations, des petites variations ponctuelles sur certaines variables. On peut vérifier que, par exemple, les orbites ne vont pas être stables pour les planètes. Des choses de ce genre. Pour quelques cas, on arrive à dire ça ne marche pas bien. De là, à en déduire le fonctionnement de tout l'univers qui en résulterait, c'est encore autre chose. Et pour d'autres variations, des variations plus importantes, on ne sait pas non plus. On a déjà beaucoup de mal à comprendre notre univers, à trouver ses lois physiques et à comprendre pourquoi l'univers est tel qu'il est à partir de ses lois physiques. C'est déjà bien compliqué. Ce sont des siècles et des siècles de travaux de scientifiques pour arriver à une connaissance qui est loin d'être complète. Et ici, il ne s'agit pas de comprendre un univers à partir d'un ensemble de lois. Il s'agit de comprendre une infinité d'univers possibles à partir d'une infinité de variantes possibles. Rêvons pas, on ne sait pas le faire. On ne sait pas du tout le faire. Juste quelques vagues idées. Et ces vagues idées représentent une poussière par rapport à une montagne, et encore, je suis gentil. Donc en fait, on ne sait pas ce que donneraient tous ces univers possibles. Il pourrait y avoir beaucoup de chaotiques ou de vides, très peu de structurés, complexes, riches, ou peut-être beaucoup qui seraient complexes, riches. Le fait est qu'on ne sait pas, donc on ne peut pas utiliser ça comme argument. On peut étudier l'émergence de la complexité. On peut partir de systèmes simples et voir si la complexité peut émerger. Un exemple typique, ce sont les automates cellulaires du type du jeu de la vie, si vous connaissez, le jeu de la vie de Conway. Des cellules qui meurent ou qui vivent en fonction des cellules voisines, du nombre de cellules voisines. Et on étudie alors l'évolution d'une population. Ça peut se simuler sur ordinateur et on observe l'émergence de structures complexes. On peut faire varier les règles, et si on regarde l'ensemble des règles possibles, on constate que dans certains cas, ça ne donne rien. La population s'éteint, c'est le vide. Parfois, c'est chaotique, constamment. Parfois, c'est bêtement périodique. Et parfois, c'est riche, complexe, avec des structures qui évoluent de manière structurée et fortement imprévisible. Et si on regarde bien, les proportions des cas qui donnent des solutions riches, complexes, structurées, le nombre de cas est loin d'être négligeable. Ça arrive beaucoup. Beaucoup d'études de ce type l'ont montré. Un autre exemple de ce type que j'ai vu à l'université, c'était, je ne sais plus dans quel cours, je crois que c'était le cours de probabilité. On prend un réseau triangulaire, mais on peut prendre des tas d'autres exemples, on peut prendre des réseaux hexagonaux, etc., ou des choses plus complexes, et on étudie la propagation d'un verre le long des lignes de ce réseau. Donc il marque
sa trajectoire, avec une règle qui dit on tire au hasard certaines directions en fonction des positions des trajectoires déjà occupées, l'idée étant de ne pas recouper sa propre trajectoire, de ne pas revenir sur sa propre trajectoire. Le ver va donc se propager selon ces quelques règles déterministes qui dit si c'est occupé à gauche, prends à droite, si c'est occupé à droite, va tout droit, des règles de sauter. Et on peut alors étudier les différentes règles possibles et voir qu'est-ce que ça donne pour la trajectoire du ver. Et là aussi, il y a un certain nombre de cas où le ver se bloque. Il tourne et puis bon, il est bloqué parce qu'il est coincé dans sa propre trajectoire. De temps en temps, c'est périodique. Le ver continue simplement, indéfiniment. Et parfois, c'est chaotique. Parfois, c'est structuré, complexe, avec des structures de toutes sortes qui se forment, et on n'arrive même pas à calculer si ça va finir par se bloquer, devenir périodique ou continuer comme ça. Donc, dans toutes les études, tous les cas que l'on fait, la complexité, la richesse émergent facilement, pas systématiquement. Il y a aussi des cas donc, où ça ne donne rien, où c'est chaotique. Mais les cas où on a une solution complexe et riche qui émerge, ces cas sont fréquents. Certainement pas négligeables. Et donc, un argument qui dit la variation des paramètres conduit forcément au chaos, au néant, c'est pas un argument tenable. Rien n'indique cela que du contraire. Alors, on dit aussi que... Et donc, si le nombre d'univers possibles en fonction des conditions initiales, des lois physiques, si le nombre de cas donnant des solutions riches, complexes, sont fréquentes, ou du moins non négligeables, alors le fait qu'on soit dans un de ces univers, c'est comme le tirage du loto, il fallait bien qu'un numéro sorte. Attention, je ne dis pas que cette sortie se fait au hasard, comme le loto. Je l'ignore. Peut-être que on peut, à partir de quelques postulats fondamentaux vraiment incontournables, on peut peut-être en déduire tout. On ne sait pas, on est loin d'être capable de faire ça. Peut-être qu'il y a une part de prédestiné, peut-être qu'il y a une part de hasard, peut-être que les univers multiples sont une réalité. Mais dans tous les cas, il y a forcément un numéro qui sort et il n'y a rien d'extraordinaire qu'il soit comme ça. C'est juste la solution qui est sortie. Ni plus, ni moins. Et donc, la conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin du principe entropique. Celui-ci est rejeté en physique. Le centralisme humain est rejeté et on rejette le principe entropique fort. Mais le principe entropique faible, même lui, n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de trouver ce genre d'explication. Et le principe entropique ne peut servir que comme guide. Comme je l'ai dit, si l'univers avait été autrement, nous, êtres humains, on ne serait pas là, donc forcément, et ça peut permettre d'aider à comprendre certaines choses. Prenons un exemple. Je rentre dans une pièce, la lumière est allumée. Et donc, je dis que quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur. Un membre de ma famille, un ami, peut-être moi, peut-être que je m'en souviens, c'était peut-être fait distraitement, j'ai oublié de couper la lumière, mais quelqu'un a appuyé. Mais ça, c'est pas de l'anthropisme, centré sur les actions humaines. C'est une simple déduction. On peut donc déduire certaines choses du fait que nous sommes là, que nous existons, sans devoir pour ça trouver une explication à notre présence extraordinaire dans cet univers. Voilà, alors, on l'accepte ou pas? Moi, j'ai pris la décision, face à tous ces raisonnements, de dire pas de principe anthropique. C'est néfaste. Il vaut mieux l'éviter. Et donc, dans la prochaine vidéo, je ferai un résumé, les conséquences de ce choix, et nous reviendrons
à la mécanique quantique et à son interprétation et voir ce que cela implique. Je vous remercie.